Vidéo pour démontrer que, encore une fois, sans connaissance de l'histoire, on ne comprend rien au présent et on ne comprend rien aux manœuvres de la classe bourgeoise dominante actuelle et de la guerre qu'elle mène au peuple français. Donc récemment, signé en janvier par Macron, hein, lui tout seul, le pouvoir phénoménal d'un président, hein. Un homme seul peut engager l'avenir de tout un pays. Donc, c'est tout de même quelque chose d'hallucinant, hein. Je pense qu'à l'époque des rois, le roi n'avait pas ce pouvoir, hein. Il faut quand même le savoir. Un roi signait pas des traités comme ça sur un coin de table. Et pour vous faire comprendre que la bourgeoisie préférera une haine du peuple telle qu'elle préférera toujours s'allier avec l'étranger, et l'Allemagne en l'occurrence, puisque c'est surtout ça que démontre l'histoire, de façon la plus spectaculaire, pour maintenir ses intérêts, puis pour maintenir le peuple dans l'esclavage. Alors, je voulais revenir sur un épisode moi, qui me paraît le plus éclatant, c'est le siège de Paris. C'est la guerre de 1870 entre la France et la France avec à l'époque Napoléon III et les Prussiens. Donc la France a rapidement été défaite. La France qui était déjà sous tutelle anglaise à l'époque. Et d'ailleurs, on voit après, à chaque fois, des traités de défense avec les Anglais, on voit à quoi ça nous a amené, hein. Depuis 1815, on est sous la domination anglaise. Et ça nous a pas empêché de nous faire écrabouiller 3 fois de suite par les Allemands, hein. Nos amis anglais nous ont bien laissé se laisser écraser. Voilà, les soi-disant traités d'amitié. Donc, on rappelle, hein, l'armée française rapidement défaite en 1870. Paris assiégé. Après rapidement l'abdication de Napoléon III, et puis un gouvernement bourgeois d'Adolphe Thiers avec ce qu'on appelait les Versaillais, puisque le gouvernement était délocalisé à Versailles. Donc le siège est mis en place le 17 septembre 1870, donc Paris est totalement encerclé à ce moment-là. Bon, il y aura un certain nombre de batailles encore dans la banlieue parisienne actuelle. En décembre 1870, il y a un bombardement par les Prussiens des forts qui entourent Paris. Et à partir de janvier, les Prussiens bombarderont la ville même, hein, écraseront sous les bombes la ville, donc les civils. Le 7 janvier 1871, il y a Jules Vallès qui publie l'affiche rouge, hein, qui accuse le gouvernement de laisser faire. Voilà, donc déjà le gouvernement français utilise les Prussiens pour soumettre Paris, qui est en pleine effervescence, avec une commune qui se met en place. Le 20 janvier 1871, c'est l'armistice. Le 17 mars 1871, les troupes, le gouvernement versaillais envoie une troupe pour aller explorer Paris. Alors ça se déroule très mal. Donc je crois que le commandant est arrêté, le commandant de cette expédition, qui est un fiasco. Et le 18 mars, le lendemain, donc ça déclenche la rébellion ouverte. Le soulèvement. Alors bon, ça sera rapidement écrasé, donc c'est la Commune de Paris, la mobilisation, et puis là les troupes parisiennes ne tiendront pas bien lourd devant l'armée française, qui réprimera très sauvagement le peuple. Donc rien ne change, hein. Alors vous allez me dire qu'ont fait les Prussiens. Les Prussiens, ils ont laissé faire, et au contraire, ils ont bien entendu laissé passer. Ils se sont servis de l'armée française pour prendre Paris, hein. Donc ils n'avaient pas réussi à prendre Paris. Et il y a eu une collaboration déjà entre les troupes prussiennes et le gouvernement bourgeois versaillais.
Donc la commune est définitivement vaincue le 28 mai 1871. Et bon, pour mémoire, les troupes prussiennes ne quitteront définitivement quitteront le territoire français qu'en septembre 1873, une fois que les très lourds tributs auront été payés. Donc après, vous savez, on accuse toujours la France dans les guerres mondiales. On accuse la France d'être à cause de la Deuxième Guerre mondiale pour avoir fait payer des tributs à l'Allemagne. Il faut savoir que c'est les Allemands qui ont inauguré ça. En fait, en l'occurrence, c'est la Prusse, hein, avec des tribus de guerre qui ont ruiné la France après la guerre de 1871. Donc, vous voyez, la propagande de l'éducation nationale française manipule l'histoire avec des falsifications. C'est-à-dire qu'on nous accuse que l'Allemagne d'Hitler était en crise, bientôt à cause de la France qui avait fait payer des tribus, ce qui est faux d'ailleurs, puisque les Américains ont intervenu pour que qu'il soit abaissé au plus possible et puis qu'en fin de compte, il ne soit pas complètement payé. Enfin, ça, on y reviendra. Donc voilà, là il y a eu une alliance entre les Prussiens et le gouvernement bourgeois pour écraser Paris. Donc voilà, pour moi c'est une des grandes trahisons déjà, puisque l'Allemagne était simplement en cours de formation. Donc dès les origines de l'Allemagne, les mêmes choses se mettent en place, c'est-à-dire un impérialisme allemand, et puis une haine, et puis un ennemi implacable, un de nos pires ennemis. Alors l'exemple suivant, c'est Pétain, l'exemple de falsification historique. Moi, je suis toujours étonné que l'extrême droite prenne Pétain comme une idole absolue. Alors Pétain, mais c'est comme tout. Je veux dire, faut une honnêteté intellectuelle, il faut une analyse critique, il faut être équilibré dans son analyse. Et pour moi, en aucun cas, Pétain n'est une idole. Pétain avait une certaine dose de patriotisme, je dis bien une certaine dose, mais sa dose de patriotisme s'arrêtait là où commençait sa haine de classe bourgeoise. Voilà. Alors, moi j'ai appris à l'école de la République la falsification, hein, comme toujours. C'est-à-dire qu'un pauvre vieillard qui était au coin du feu, qu'on a essayé de sortir de sa... Parce que c'est ça l'enseignement républicain, hein. C'est que la France est envahie par l'Allemagne et on ne sait plus quoi faire, et puis finalement on se dit que on va attendrir les Allemands avec un pauvre vieillard qu'on a été chercher au coin du feu, qui était tranquillement en train de fumer sa pipe avec ses charentaises et son plaid sur les genoux. C'est totalement faux. Pétain avait beau être un homme très âgé, c'est un homme très actif. C'est un homme très actif qui en mars 1939 a été nommé ambassadeur d'Espagne auprès de Franco, et il avait un rôle bien précis, c'était celui de faire en sorte que l'Espagne reste neutre, au moins reste neutre. C'est-à-dire que de faire en sorte que l'Espagne n'attaque pas la France, ne s'allie pas avec Hitler. Donc il avait un rôle extrêmement important, hein, ce poste d'ambassadeur en Espagne. Et ça, bien entendu, les gauchistes, les profs d'histoire gauchistes vont pas vous apprendre ça. Ils vont vous sortir la fable du vieillard un peu sénile, certes réactionnaire, mais un peu sénile, qu'on a sorti comme ça au dernier moment. C'est faux. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a le témoignage de l'ambassadeur en 1939 d'Italie qui explique bien l'état d'esprit de Pétain. Qui déteste les Anglais, et sa détestation des Anglais le fait plutôt pencher vers l'Allemagne, que Pétain était opposé à la guerre, mais qu'il n'était pas pour une résistance farouche à l'Allemagne. Et puis il y a aussi le témoignage de Pierre Laval, hein, qui évoquait la possibilité d'un gouvernement Pétain dès octobre 1939. En mai 1940, il est nommé vice-président du Conseil. Donc voilà, il n'est pas au coin de sa cheminée, hein, il est au cœur du système. Alors, c'est vrai que le gouvernement Daladier voulait le faire nommer ministre de la guerre, il a toujours refusé. Hein. Il refusait d'entrer en conflit, il ne voulait pas entrer en conflit avec l'Allemagne. C'était ça le fond du problème. Hein. Alors, le 10 juillet 1840, donc les deux chambres réunies lui donnent le pouvoir, avec une écrasante majorité. Hein. Donc il y avait 569 voix pour, 80 voix contre. Et là, je vous ai mis la répartition. Hein. Donc c'est les pour, c'est très équilibré. Hein. 286 de gauche, 237 de droite,
46 sans étiquette. Les sans étiquette, bon, bah, c'est un peu les centristes habituels, hein. Du fin fond de la Cambrousse, et puis les 80 comptes, dont c'est 73 de gauche et 7 de droite. Donc ça vous montre bien que le mandat de Pétain, c'était de maintenir les intérêts bourgeois, c'était de préserver les intérêts bourgeois, et déjà de collaborer avec l'Allemagne, parce que tout le monde connaissait, tout le monde connaissait Pétain, tout le monde savait que Pétain était avant tout anglophobe, et qu'il était opposé à une résistance acharnée à l'Allemagne. Donc après, quand on nous parle de collaboration, comme si la collaboration c'était quelque chose qu'on a découvert avec stupeur, c'est absolument faux. Enfin, c'était évident que Pétain était un collaborationniste. C'était tout à fait évident. Donc en fait, vous voyez bien que l'ensemble des chambres, des représentants bourgeois, se sont mis d'accord pour nommer Pétain, pour défendre les intérêts de la classe bourgeoise. Voilà, alors il faut l'histoire, voilà. Donc pour moi, ça vous explique entre parenthèses que moi je ne prends absolument pas Pétain comme un nationaliste, parce qu'un nationaliste, il met la nation au-dessus de tout. Et Pétain, il a mis de la classe, il met les classes au-dessus de la nation. Donc moi je suis désolé, je ne considère pas Pétain comme un nationaliste, et encore moins comme une idole. Alors les droitards idiots, incultes, hémiplégiques, continuez à croire ce que vous voulez, hein, puisque, bon, de toute façon, vous connaissez rien à l'histoire, donc on vous fait gober n'importe quoi, hein, l'image du... Alors, je dis pas que Pétain a pas fait un certain nombre d'efforts pour préserver la France, ça c'est indéniable. Il a aussi protégé la France sous certains aspects, ça je veux bien le reconnaître. De là à faire de Pétain le parangon du nationalisme, c'est une imbécilité totale. Il faisait passer les intérêts de classe au-dessus des intérêts de la nation. C'était un Adolphe Thiers militaire, si je puis dire. Alors ceux qui ne sont pas contents, pensez ce que vous voulez, vous êtes libre de penser, mais moi je vous donne mon opinion, et qui est une opinion motivée. Et puis, qu'est-ce qu'on en arrive on en arrive. J'aurais pu vous parler de Giscard d'Estaing, hein, Giscard d'Estaing, lorsqu'il était président, qui a abandonné la sidérurgie à l'Allemagne, né en Allemagne, hein, donc grand germanophone. Alors ça, c'était une catastrophe, hein. De toute façon, Giscard, il abandonnait tout, hein, puisqu'on disait, oh la pêche aux Portugais, vous comprenez, ils ont que ça. Alors abandonnons la pêche aux Portugais. Les fruits et légumes, les pauvres Espagnols, ils ont que ça, laissons-leur ça, etc., etc. Donc finalement, on abandonnait tout à tout le monde. Et puis l'Allemagne, le chancelier allemand de l'époque est allé pleurer, elle disait, pleurait parce qu'à l'époque l'Allemagne c'était rien, et disait il faut laissez-nous l'industrie, la sidérurgie, on n'a que ça. Donc on a abandonné la sidérurgie sous Giscard d'Estaing. Puis là, on en arrive au janvier 2019 avec Macron a le traité d'Aix-la-Chapelle. Alors, il y a beaucoup de grands principes dans le traité d'Aix-la-Chapelle, mais il y a quand même une chose, moi, qui revient toujours, hein, c'est la fameuse clause de défense mutuelle. Alors ça, c'est ce qui a toujours préparé les guerres mondiales, hein. Les clauses de défense mutuelle. Alors déjà, ça vous montre un événement historique, c'est qu'en 1815, après la défaite de Waterloo, la France a disparu en tant que puissance et est devenue un vassal de l'Angleterre. Et on a vu ce que ça a donné, hein. Guerre de 1870, guerre de 14-18, guerre de 40. À chaque fois, les Anglais nous ont abandonnés en race campagne, hein. Et nous ont poignardé dans le dos. Donc là, on a simplement changé de maquereau, hein, donc en l'occurrence une maquerelle. Et donc là, maintenant, nous sommes sous la tutelle de l'Allemagne. Donc, clause de défense mutuelle. On nous prépare la Troisième Guerre mondiale. Et on sait très bien qu'elle sera orientée contre un bloc russo, irano, etc. Donc voilà, les choses se remettent en place, hein. C'est d'une limpidité, mais bien entendu, personne n'en parle dans les médias, hein. C'est ça pour moi la clause la plus importante. Alors en plus, Macron semble plaider pour que l'Allemagne ait aussi un siège, enfin le siège à l'ONU. De toute façon, on n'a plus aucun. Moi, je suis pour qu'on l'abandonne, et de façon très 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 évidente. Voilà. Donc, vous voyez, rien ne change, hein, l'histoire bafouille, et j'espère que ça vous a intéressé.